Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre traditionnel bilan de fin d'année du podcast Movies Nerd. Ça fait bien 4 ans qu'on le fait, il me semble, donc voilà, cette année c'est l'année 2018 qui s'achève et on va rentrer dans l'année 2019 et du coup on va vous faire un peu notre bilan de cette année. Du coup, moi je me présente, je suis Axel. Si c'est le premier podcast que vous écoutez, je ne vous conseille pas d'écouter celui-là en premier parce que ça risque d'être un peu le bordel, mais voilà, donc j'ai avec moi mes deux co-hôtes habituels, en commençant par la personne qui devait venir dans les 2 derniers podcasts qu'on a fait mais qui n'était pas là, donc du coup Morgane, salut. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, je suis très content là, 4 ans déjà, là ça fait beaucoup, là on va finir notre quinquennat là, l'année prochaine, c'est super. Ouais. Exactement, donc voilà. Ensuite, Eddy du coup, salut. Salut. Comment tu vas ? Mais très bien. Parfait, écoute. Et on a le plaisir, déjà l'année dernière on avait... Plaisir. En tout cas, bon, Morgane ne partage pas ce plaisir, mais du coup... on l'avait déjà l'année dernière en tant qu'invité et c'est un plaisir de le retrouver du coup pour ce bilan. C'est Adrien, salut. Oui, bonsoir. Comment tu vas ? Écoute, ça va très bien, je suis très content d'être là. T'es bien le seul. Putain, Morgane, les mêmes Il est blagues. odieux, il est odieux. Non mais parce que je sais que je vais me disputer avec toi, donc, mais vas-y. Bon, pas trop de disputes, enfin on espère. Moi j'ai eu une nuit très courte, alors du coup je vais pas être je vais pas être clément. On veut pas savoir ce que tu fais de tes nuits, Axel, hein. Non, j'ai juste eu beaucoup de mal à dormir, mais voilà, ça c'est autre chose. Du coup voilà, on va faire le sommaire de cette émission. On va commencer avec un top 10, ensuite on fera un flop, 10 pour certains, un peu moins pour d'autres parce qu'on n'a pas vu 10 mauvais films, que c'est mon cas. 3 surprises, 3 déceptions, la BO de l'année et on finira par nos attentes pour l'année 2019. Comment ça fonctionne ? C'est le système qu'on a c'est moi qui ai inventé ce système-là. Je peux l'expliquer si tu veux. On a posé le brevet l'année dernière. Voilà. Ça avant, hein, Morgane. Ouais, c'est pas grave. Hein. Ma vie est fait que 2 ans. Mais du coup, Morgane, oui, si tu veux, tu peux l'expliquer. Donc, vas-y. Bon, pour réhabiliter un peu le truc, c'est Cinéfuzz qui m'ont donné l'idée. Quand j'avais vu ça, je trouvais que c'était pas mal. En fait, le but étant que du 10e film au 4e film, on dise on enchaîne, on dise nos top et tout, et on s'étale pas trop. Hein, et c'est sur les 3 derniers films qu'on va un peu plus argumenter, voire débattre. Voilà, c'est ça. Et ce sera, en fait, on fait chacun notre tour du 10 au 4. Voilà. Et puis après, on fait chacun notre 3e, chacun notre 2e, chacun notre 1er. Voilà. Ça fonctionne comme ça, et ça fonctionnera aussi comme ça pour le flop, et puis les surprises après. Puis c'est un gain de temps, et puis voilà, c'est ça. Voilà. C'est beaucoup plus simple et pratique pour tout le monde, donc et plus compréhensible aussi. C'est un peu moins le bordel. Je pense. Ouais. Donc voilà. Et du coup, je propose qu'on commence tout de suite avec les tops. C'est parti.
Donc on va juste avant le top. Morgane m'a rappelé pendant la petite pause d'intermission que chaque année c'est vrai qu'on faisait un peu le bilan de l'année qui venait de passer et du coup j'ai complètement oublié de le faire dans le sommaire, donc on va faire un rapide bilan de ce qu'on a pensé de cette année 2018 en termes de cinéma. Donc Morgane, toi, vas-y, explique ce que t'en as pensé. Moi, il y a eu quand même pas mal de déceptions. Je trouve que c'est quand même une année très ferme en termes de blockbuster. Vous le verrez dans mon top. Il n'y a pas de blockbuster du tout, je crois. Si, un seul, qui pour moi se démarque des autres. Mais alors le reste était entre déception et mauvais films, ou alors quelques bons films, mais vraiment on n'a pas eu de gros chefs-d'œuvre. Même là, pour faire mon top, normalement j'ai toujours au moins 5 chefs-d'œuvre. Là, j'en ai 3 quoi. Et le reste, c'est que des bons films, ou des très très bons films. Après, bon, il y a eu du positif pour le cinéma Après, français. 5 chefs-d'œuvre, ça fait beaucoup pour une année quand même. Non, mais je veux dire vraiment des films marquants, des films que j'ai envie de revoir. Ouais, vraiment, voilà, vraiment. c'est Il ça, y en a pas des masses cette année, vraiment. Il y a eu beaucoup de déceptions, sauf pour le cinéma français. Alors là, pour le coup, que ce soit en termes de comédie, bon, même s'il y a quelques problèmes par-ci par-là, mais on a tenté des choses. On a fait des choses, on a fait quand même pas mal nos preuves, même s'il y a des films ambitieux qui m'ont moins plu, vous le verrez dans mon flop, je vous en dis pas plus, mais on a eu des bonnes comédies, des grandes comédies, hein. On a eu Le Grand Bain, des films populaires qui ont bien marché, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gros films comme ça qui fédèrent, et puis en plus qui sont pour le coup des comédies qui sont irréprochables, parce que comme on aime bien un petit peu faire des procès à chaque comédie qui sorte, la preuve avec celle que je suis allé voir hier en avant-première. Chaque film français qui sort, en fait, hein, disons-le. Oui, chaque film français, hein, vraiment. Donc pour le cinéma français, c'est bien, mais le cinéma américain, je les ai trouvés un tout petit peu en demi-teinte. On a eu des bonnes choses, mais rien de bien marquant, je trouve. Globalement, Ouais. c'est une année un peu triste, quoi. On n'a Ouais. pas eu. Il y avait pas mal de place, mais. Je suis assez d'accord avec toi en fait. Je me suis rendu compte quand j'ai fait le top. Bon, c'est pas que j'ai eu du mal à trouver des films, il y en a quand même des bons, mais il y a pas de, il y a peut-être un film qui m'a vraiment marqué et que j'ai vraiment envie de revoir tout de suite là. Mais sinon, le reste, c'était, comme tu as dit, des très bons films, des bons films, mais c'est pas des films qui m'ont, comment dire, qui m'ont chamboulé, qui m'ont fait, c'est pas les films de ma vie quoi, c'est vraiment ça. Et non, c'est vraiment, une année en demi-teinte. Par contre, je suis complètement d'accord avec toi, le cinéma français, moi j'ai 3 films français là dans mon top, je l'annonce directement. Et c'est quelque chose que franchement, il y a eu des très et en plus j'ai encore d'autres films dans les surprises, etc. Donc vraiment il y a eu des bons essais dans plein de genres différents. En termes de cinéma français, j'ai pas vu c'est quoi, dans le bain ou Le Grand Bain. ouais, Le Grand Bain, voilà, dans le bain, dans le Grand Bain, pardon. Mais je sais que je voulais le voir. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont très bons au niveau du cinéma français, et ça c'est encourageant, je trouve. Voilà. Adrien. Oui, alors moi je suis à moitié d'accord avec vous parce que j'ai passé moi une année plutôt satisfaisante. Alors je sais pas si c'est dû au fait que j'ai vu plutôt moins de films que d'habitude, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est une année très riche, notamment en termes de diversité de genre, hein. C'est-à-dire que Oui. c'est vrai que les blockbusters sont un peu en deçà. Moi je crois que j'en ai à peine deux, peut-être non, à peine trois plutôt dans mon top, et le reste c'est vraiment dans mon flop, j'ai quasiment que ça, et mon top 3 c'est et mon flop 2 c'est 2 blockbusters quoi. mais donc c'est vrai que là-dessus c'était un peu en deçà, et puis les grosses machines qui sont sorties, on est tellement habitués qu'il y en a, on les met même plus dans les tops ou dans les flops parce qu'on sait tellement ce que ça va être que on sait ce qu'on va voir. Mais c'est vrai que moi du point de vue j'ai été très satisfait, et on le verra du point de vue horrifique. Là-dessus, moi je trouve que c'était une très bonne année. Oui, c'est vrai. Du point de vue du cinéma français, c'est vrai aussi. Moi, le problème, c'est que moi, je suis toujours satisfait du cinéma français année après année. C'est pas une surprise, j'en ai toujours dans mon top, donc c'était pas une année particulièrement remarquable. Mais c'est vrai qu'il y a eu au moins un chef-d'œuvre et quelques films très satisfaisants. Et sinon, plein de petits films. Moi, je sais que j'en ai quand même quelques-uns dans mon top qui ont été pour moi des surprises que personne n'est allé voir. Et qui et c'était des petites pépites. Donc dans l'ensemble, moi je suis plutôt satisfait. Je sais pas si c'est parce que j'ai plus choisi mes films ou si c'est parce que simplement je sais pas, j'ai peut-être pas la même conception que les uns et les autres de
la qualité des trucs que j'ai vus, mais c'est vrai que voilà, moi je suis plutôt satisfait de l'année. Ok. Eddie? Je sais pas si je dirais que c'est une année en demi-teinte. Après, c'est vrai que quand je vous écoute, du coup, je compare un peu à ce que j'ai dans mon top. Moi, j'ai un blockbuster, voire 2, mais c'est tout. Après, oui, en diversité de genre, ça c'est ce qui est intéressant, comme disait Adrien, c'est qu'il y a eu pas mal de choses. Moi, le regret que j'ai finalement, c'est qu'il y a plein de trucs que j'ai pas pu voir en fait. Ouais, c'est pareil. Tout ce qui est et là pour le coup dans des genres différents, et je sais que il y en a, par exemple, je vais rattraper demain, dimanche, parce que j'aurai le temps en fait. C'est tout simplement le souci. On en revient toujours au même, quoi. Avoir le temps et la possibilité de voir les films quand ils sortent. Donc s'il passe aussi, hein, ça c'est. Absolument, ouais. Moi, il y a Girl, par exemple, que je voulais vraiment voir cette année, et j'ai pas pu, en fait. Oui, c'est vrai que quand on n'a pas la chance d'être à Paris, il y a beaucoup de petits films, on passe à côté. Hein, ça, c'est Ouais, voilà. c'est ça. Ouais. Donc, ou alors, non, c'est vrai, il y a les rattrapages, hein, il y a des films. Moi, pareil, Bohemian Rhapsody, je l'ai pas vu, et Star is Born non plus. Donc. Ouais. Si Bohemian Rhapsody, je l'ai vu, mais c'est vrai que Star is Born, j'aurais voulu aussi. Donc bon. C'est un petit peu la déception de pas, par exemple, avoir pu voir Aquaman aussi avant de faire les tops, ou même Mary Poppins, par exemple, tout bête. Mais, non. Avant de faire les flops. Non, mais je sais pas. Enfin, moi, je l'attendais. Donc, Qu'est-ce que tu vas souffrir, Eddie? J'ai pensé à toi tout le film. Je sais pas, on verra. Ah ouais, non. Ouais. T'as pas aimé Into the Wood? Moi, j'aime bien le premier, donc. Ouais, mais Into the Wood, t'as pas aimé? Non, oui, mais bon, c'est pas le sujet, Morgane. On va s'écarter. Vas-y, Eddie, vas-y, continue. Donc voilà. Donc de toute façon, vous verrez bien. Okay. Mais il y a un petit peu de tout. Il y a qu'un seul film français, mais en même temps, je crois que j'en ai vu que 3. J'en ai vu 4. Ouais. Et j'en ai aimé qu'un en fait. Donc... Ok. Très bien. Du coup, on va passer au top. Du coup, et je propose que Morgane commence. Vous commencez pas par les flops? Comme non, ah bon? Bah oui, non. Ah bon, oui. Morgane, franchement, ça fait 4 ans qu'on le fait. Oui, mais je crois qu'il l'a fait chaque année, cela dit, je crois. Je crois que l'an dernier, il l'avait déjà dit celle-là. Ouais, c'est possible. Donc du 10 au 4, c'est ça? C'est ça, exactement. Vas-y, je t'en prie. Alors, le numéro 10, on parlait de film français. C'est un film français et un film de genre, Ghostland de Pascal Laugier. Voilà, preuve que le cinéma français en grande forme cette année. Numéro 10, ouais. Numéro 10, voilà. Un film jusqu'au boutiste, mais que j'ai trouvé dingue. Techniquement, il est magnifique. Des actrices, mais exceptionnelles. Mylène Farmer, mais immense révélation. J'ai jamais douté de son talent d'actrice et elle m'a ébloui. Et en termes de réalisation, ce film a glacé, vraiment. Numéro 9. Bien, Morgane. Ouais. Numéro 9. Ne me trollez pas. Vas-y. Numéro 9, Pentagon Paper de Dieu Steven Spielberg. Voilà, premier film de Spielberg sorti en 2018. Une grosse claque. Avec c'est un film historique, une leçon d'humanité, comme d'habitude avec ce gars-là. Il sait tout faire, il sait tout filmer. Enfin, Meryl Streep, elle est magnifique. Avec le duo qu'elle partage avec Tom Hanks, j'ai adoré, j'ai trouvé ça passionnant et pas trop complexe à comprendre, parce que moi les films sur le journalisme et tout en général je patauge un peu, mais alors là nickel. Numéro 8, un film que j'ai revu hier soir, un film français, Jusqu'à la garde de Xavier je regrette de l'avoir loupé celui-là. Si bas dis donc. Ouais. Non, parce que oui, mais très grand film, et c'est peut-être le film me glace tellement le sang que c'est pas un film où je prends du plaisir en fait à le revoir. C'est pas un film où je prends du plaisir à le revoir. C'est un film qui est mais d'une brutalité froide. En fait, je suis un peu. Je vais juste te couper là. T'as dit Siba, en fait. Moi, c'est pareil que Morgane, en fait. Je l'ai dans mon top. Hein, mais je dis pas à quelle place. Mais il est assez bas par rapport à ce qu'il aurait pu être. Mais je pense que c'est très personnel et. Oui, je pense que si c'était un top objectif, il serait beaucoup plus haut, moi personnellement. Oui, pareil. Voilà. Surtout par rapport à d'autres films qu'on verra après. Non, c'est un film d'une froideur, mais pour le coup, ça joue en sa faveur. Hein. C'est magnifiquement interprété. Denis Ménochet, il m'a estomaqué. Une des plus grandes performances de l'année. Numéro 7. Alors, c'est un film. Ça va vous surprendre, mais The House That Jack Built de Lars von Trier, que j'avais moins bien noté à la sortie. Adrien va être content. Hein. Oh putain.
Je l'avais moins bien noté, mais en fait c'est un des films qui me marque le plus en fait. J'avais eu du mal avec sa fin que j'avais trouvé un tout petit peu un peu bête, mais plus j'y repense et plus je trouve que c'est vraiment un coup de maître. Et voilà, c'est ce genre de cinéma là qui me plaît. Il va jusqu'au bout de son sujet. C'est un film transgressif à mort, mais il est juste remarquable. Et j'ai en mémoire le générique de fin qui est juste un chef-d'œuvre à lui tout seul. Voilà. Okay. Numéro 6, un autre film français et une comédie, Le Jeu. Eh ouais, tout le monde met Le Grand Bain, mais moi je mettrais pas Le Grand Bain, je mettrais Le Jeu de Fred Cavaillé. C'est le portable là. Ouais, et bah ce que j'appelle une fausse comédie. C'est une fausse comédie. On tend vraiment plus vers le drame. Les 20 dernières minutes, c'est du drame pur. C'est un film excellemment bien foutu avec c'est une pièce de théâtre filmée clairement, qui est le remake d'un film italien aussi. Voilà, des acteurs que j'ai trouvé juste et touchants. Il y a des scènes d'émotion qui apparaissent dans le film qui préviennent pas, qui nous tiennent à la gorge. C'est brillamment dialogué, c'est drôle mais pas gras en fait. C'est un humour qui est très discret, c'est super bien écrit et la fin pour moi est une vraie réussite alors qu'elle fait un petit peu polémique. Voilà. Et numéro 5, et là Adrien, tu vas suivre le titre, Sans un bruit. Petite claque personnelle, voilà, quand j'ai vu ce film là à la fin j'étais sans voix. Wow. Sans voix, totalement, sans voix. Et Dieu sait que j'ai du mal à fermer ma gueule. Ah, ça, c'est sûr. Voilà, une petite claque pour moi de maîtrise. Cette idée de faire un film d'horreur, un film de genre quasiment muet, fallait le faire. C'est maîtrisé, c'est glaçant. Et Emily Blunt, voilà, une de mes meilleures performances de l'année. J'aime définitivement cette actrice, même quand elle fait de la merde comme Mary Poppins. Je l'adore. Elle est bluffante et le film est juste sidérant. Okay. Numéro 4, pardon. 4, ouais. Mission Impossible 4, pardon. Ouais, Mission Impossible 5 de Christopher McQuarrie. C'est le 6, c'est le 6 hein. Oui, c'est le 6. Ah, c'est le 6, pardon. Oui, c'est vrai, je disais bien. Il y avait Rogue Nation avant. Oui, c'est vrai, qui était aussi dans mon top en 2015. Donc chaque Mission Impossible sera dans mon top. Hein. Fais gaffe parce que tu dis, parce que d'ici à ce qui rappelle John Woo. Ah merde, putain, c'est vrai. Même J.J. Abrams, il est pas fameux, le 3. Pour moi, c'est le meilleur film de l'été. Voilà, c'est le meilleur blockbuster, un des meilleurs blockbusters de l'année. Voilà, j'ai pris un pied monumental. C'est tout ce que j'aime dans un Mission Impossible. Voilà, Tom Cruise qui se surpasse, l'intrigue est top, et Henry Cavill. Ça fait plaisir de voir un personnage parce que on peut le dire, c'est le rôle du méchant. Il est très très bon. Okay. Après, moi, je ne l'ai pas vu, mais le problème que j'ai avec les Missions Impossibles, même si c'est des films que j'aime beaucoup, c'est qu'au final, je trouve que c'est toujours la même trame. Oui, c'est une formule, c'est pour ça que moi j'aimais jamais dans le top. L'avantage de Mission Impossible, t'as toujours une taupe ou un truc. C'est quasiment tout le temps... mais celui-ci est très jusqu'au boutiste. Ça, c'est ça qui est assez plaisant. Oui, parce que il est finalement l'idée que McQuarrie revienne, fasse une suite au 5, c'est la suite directe, donc on peut le prendre un peu comme un espèce de diptyque. Du coup, ça continue le 5 qui était déjà très 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 bon, et là ça apporte une profondeur supplémentaire, et le personnage d'Ethan Hunt est encore plus étoffé, avec tout ce que ça inclut en termes de cascade, de spectacle. Là il y va à fond. D'hélicoptères qui se battent à main nue aussi, ça c'est voilà, c'est ce que j'aime, c'est jouissif à mort, et je me suis éclaté quoi. Je me suis éclaté. Henry Cavill, franchement. Il est génial quoi. C'est enfin un personnage construit. Ouais, meilleur que dans Justice League, qui est enlevé d'ailleurs. Stache qu'il n'y a pas. Voilà, c'est fait. Ok, très bien. Eddie, du coup. Du coup, alors moi c'est un 12, mais le 12 et le 11, je vais juste les nommer sans rien dire. Donc le 12 c'était Ready Player One. Le 11... Siba. Le 11 c'était Annihilation. Ouais. Et après, à partir du 10, alors le 10e, c'était Sans un bruit. Enfin, c'est Sans un bruit, je sais pas pourquoi je dis c'était. Oui, c'est... c'est Sans un bruit, un peu pour toutes les mêmes raisons qu'a évoqué Morgane, en fait. Donc, j'ai pas forcément grand-chose à dire de plus, c'est juste que je trouve que le concept fonctionne bien et qu'il est surtout très bien exploité. Et le film, et je trouve que le film gère bien aussi toute sa dimension émotionnelle. Donc, moi, ça me parle bien. Numéro 9, et là Adrien va péter un câble. Pourtant, c'est Jurassic World Fallen Kingdom. Non mais les amis là. Je l'ai revu hier soir et au départ il était 10e.
Et après, voilà, je le mets 9ème parce que je peux pas le mettre plus haut. C'est pas... Ah oui, tu peux pas. Là. Non, mais le premier, je l'avais... Enfin, celui d'avant, je l'avais mis premier. Donc, mais il était bien, celui d'avant, t'avais bien raison. Oui, mais pas au point d'être premier d'un top, non, objectivement. Je suis d'accord, surtout l'année où il est sorti. Mais voilà, vu que c'est un top qui est subjectif, c'est pour ça que je mets Jurassic World Fallen Kingdom dedans, même si techniquement, il a pas vraiment de raison d'être dans un top. Mais c'est surtout que... pour l'avoir revu, alors moi je comprends pas forcément toutes les incohérences qu'on relève parce que finalement je trouve que le scénario a une logique. Donc, t'as vu le moment du coup dont j'avais parlé et qui m'a bien fait rire où il y avait le dinosaure couvre une porte là, faut arrêter de déconner. C'est un gros navet ce truc là. Il se barre par l'échelle. En fait ils sont coincés dans un genre de labo. Ouais. Et il y avait une échelle. Depuis le début et en fait ils s'en rendent compte au bout de 5 minutes. Non mais c'est ça, mais c'est un... Ah oui. Ouais. Ah oui, au début ça. Ouais, au début. Avec le baryonyx, oui. Oui, mais alors ça voilà, c'est le genre de petit truc, bon. Oui, non mais c'est pas l'essentiel. Oui, c'est pas essentiel mais ça m'a fait bien rigoler. C'est pas, mais je veux dire ça entache pas. C'est vrai que je trouve que s'arrêter que sur des trucs comme ça, non, t'en vois dans tous les blockbusters et oui, bien sûr, mais là pour moi ça avait un peu d'autres blockbusters qui font les mêmes erreurs. Là, ce que les gens relevaient, c'était vraiment le scénario qui était... Alors que je trouve que le scénario, effectivement, c'est gros, mais ça... Il y a une logique et c'est surtout la réalisation aussi. Moi, ça m'a étonné qu'on soit plus sympa avec ce film qu'avec l'an dernier des Justice League ou des machins comme ça. Je trouve que c'est en termes de scénario, c'est... Oh là là. Il y a juste rien qui va, je trouve, quoi. Je sais pas, je trouve que c'est de moins en moins écrit. Je suis pas vraiment d'accord. Enfin, moi, j'ai lu les romans et du coup... je trouve qu'ils reprennent plein d'éléments qui sont cohérents, en fait. Donc, c'est pas impossible. Donc, et pour le coup du dinosaure qui ouvre la porte, bah oui, t'avais déjà ça dans le premier, donc bon, ça choque. Ah mais moi, si tu veux, je peux te parler du premier, y a pas de souci. Donc on va avancer quand même. 8ème, je pensais pas le mettre si haut, et pareil, je l'ai revu parce qu'on l'a eu en Blu-ray à Noël. Love, Simon. Et je persiste à dire que, alors Morgane, je sais que toi, t'as trouvé ça mignon, mais c'est tout. Mais je persiste à dire qu'effectivement, c'est une rom-com, c'est un tout petit film pour ados et tout, mais je le trouve vraiment mais très très important en fait. Moi je l'ai revu, enfin j'ai repleuré comme une madeleine, hein, mais je me dis, mais moi j'aurais vu ça quand j'avais 16 ans, mais ça m'aurait tellement aidé, je pense, à me sentir bien avec moi-même. C'est sûr que moi, à 16 ans, j'ai vu Mysterious Skin, hein, un peu sur le même sujet. C'était pas le même délire. Forcément, voilà. Mais c'est pour ça que moi, je me dis si vraiment ça peut aider des ados à être en phase bien avec eux-mêmes et à se sentir bien dans leur peau. Moi, je trouve que c'est des films importants. Et puis au-delà de ça, c'est un film qui est sans prétention, qui est pas... qui fait de mal à personne, quoi. Donc voilà, moi je l'ai mis là parce que j'estime que il faut le représenter un petit peu. Voilà, c'est ma petite bataille. Numéro 7, Astérix, le secret de la potion magique. Oui. Oh. Parce que voilà, je trouve que au-delà d'être de la bonne animation française, c'est surtout que c'est du bon boulot en fait, parce que en termes d'humour et pour tout ce qu'on a évoqué avec Axel dans le dernier podcast, en termes de trame, d'écriture, de dialogue, fonctionne très bien, et c'est tout ce que j'attendais en fait de la part d'Alexandre Astier et de Louis Clichy. Donc 7ème. 6ème, Phantom Thread. C'est comme ça qu'on dit ? Ouais, c'est ça. Voilà, donc premier... comment il s'appelle déjà ? Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson, première incursion pour moi dans son cinéma, que j'ai trouvé vraiment... c'était troublant et beau, en fait. Je saurais pas quoi dire de plus, mais c'était vraiment... c'était assez désarmant, en fait, comme film. Et il me reste bien en tête encore. Je sais pas si je le reverrai forcément tout de suite ou même si je le reverrai avec plaisir, mais je sais que ça m'a vraiment marqué en fait cette année. Donc j'estime que la place n'est pas cher payée. 5ème, Jusqu'à la garde, parce que voilà, c'était parfait quoi. Enfin moi c'est le genre de drame que je trouve de drame et presque de thriller même pour le coup. Oui. Trouve, pour moi le film il fait plus peur que Sans un bruit. C'est Hitchcock à la fin. Ce qui n'est pas Hitchcock.
Mais c'est Ce vraiment, travail sur le son, c'est j'ai vraiment, jamais vu ça. c'est de l'artisanat quoi. C'est à la fois parfaitement mis en scène, parfaitement joué et en même temps en phase complète avec le sujet et tout va bien. C'est ni trop court ni trop long. Enfin tout Il est dure parfaitement 1h29, le géré film. et la tension monte petit à petit. Enfin voilà, c'est un film d'orfèvre quoi, je trouve. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire aussi, parce qu'à l'heure où les enfants au cinéma sont un peu tête à claque, le gamin qui joue dans le film, il est exceptionnel. Effectivement, oui. Il est exceptionnel. Mais Et ce travail sur le son, est-ce qu'il y a que moi qui a été marqué une des scènes de fin avec un bruit d'ascenseur? Oui. Un bruit d'ascenseur quand même. On a la chair de poule. Enfin, c'est c'est toute une scène incroyable. Toute une Dans le scène noir, finalement, assez, qui est déjà assez le angoissante climax de 20 par son minutes, de toute contexte, façon, mais ouais. oui, ça reste bien en tête aussi. Et puis Denis Ménochet, quoi. Enfin, je trouve que Léa Drucker est parfaite, mais alors Denis Ménochet, ouais, il est vraiment. Je pense que Thanos peut aller se rhabiller, quoi. Ouais, clairement. C'est ça en plus. Voilà. Donc j'en dirai pas plus parce qu'Adrien ne l'a pas vu et je n'aurais pas lui spoiler ça. Même ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir, franchement. Allez. Je pense que c'est recommandable, même sans l'avoir vu. Je pense que c'est recommandable. Ouais, c'est franchement, c'est franchement excellent. Donc voilà, numéro 5. Ah oui, numéro 4 du coup. Numéro 4, Les Indestructibles 2. Alors c'est vrai que ça a été compliqué de choisir entre Astérix et Les Indestructibles parce que j'ai autant aimé l'un que l'autre et voilà, après je me dis mais bon, c'est vrai que Astérix c'est joli mais Les Indestructibles c'est encore plus joli et finalement dans le fond, dans tout ce que ça raconte, ça a plus d'ambition aussi et puis au-delà de ça, c'était vraiment un super moment quoi. Ouais. C'était la grosse marade aussi, donc tout pareil là, c'est du Brad Bird, donc tout est au millimètre, tout est impeccable, donc voilà, 4e. Ok, très bien. Adrien, c'est à toi. Alors, moi je me sens un peu con parce que j'ai 0 film en commun avec vous tous, alors je sais pas ce qui s'est passé dans les tops, mais je pense que c'est dû au fait que j'ai pas vu Jusqu'à la garde et également au fait que Les Indestructibles 2 auraient pu être dans mon top si j'avais pas trouvé plus pertinent dans le même genre à mes yeux. Alors, 10e, Under the Silver Lake. Désolé, ça commence bien. Par David Robert Mitchell. Alors oui, je sais, on s'est beaucoup moqué de ce film. Et je trouve que, pour moi, c'est une réussite parce qu'il y a un vérité. J'aime le mystère. Et je trouve que là, c'est. On s'en soit beaucoup moqué. Si. En fait, au moment de sa sortie, ça allait, mais au fur et à mesure des semaines, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de procès en prétention gratuite ou de choses comme ça, et je trouve que c'est pas du tout ce qui s'applique à ce film, qui est pour moi très réussi. Il y a vraiment une atmosphère de mystère qui se dégage, et moi je sais pas, je suis fasciné par ce film quoi. Je trouve Andrew Garfield excellent, et cette manière, donc c'est quasiment un road movie où on suit un mec qui est à la recherche d'une fille qui a disparu, on sait pas tellement ce qui s'est passé, et d'ailleurs même à la fin on saura pas tellement ce qui s'est passé. Il y a un côté très onirique et très lynchien en fait. Et je trouve ça très, très surprenant de David Robert Mitchell qui m'avait pas du tout habitué à ça. Lui, c'était réalisateur d'It Follows, donc c'est vrai qu'on n'était pas habitué à le voir dans ce genre-là. Et je trouve que c'est une grande réussite formelle. Très bon, d'ailleurs. Ouais, absolument. Une grande réussite formelle et qui s'insère très bien dans son époque, même si c'est somme toute assez intemporel et ça aurait pu très bien sortir il y a 20 ans. Mais je trouve que c'est très réussi. Un 9e, alors là, un film que personne n'a vu. The Little Stranger. Avec Donald Gleason. Qui joue notamment dans les Star Wars, dans un Star Wars 7, il joue l'espèce de nazi, là, bon, c'est pas son meilleur rôle. Ah oui, absolument, mais disons, voilà, ça pour le coup, c'est un tout petit film, un espèce de film de maison hantée à la orphelinat, qui est très réussi, et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il est très dur, très très dur. Il épargne vraiment rien au spectateur, et j'aime le fait que ce soit une violence qui soit très humaine. En fait, et finalement que la résolution soit pas particulièrement fantastique. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais je le recommande. Ah oui, c'était le réel de Room. Je crois, ouais, j'ai pas vu Room, mais c'est ça, c'était le réel de Room, absolument. D'accord. Alors, 8e, alors là, je crois qu'il y en a au moins un qui va gueuler, voire deux. Inside Use de Lasky. Non. Bah si, j'ai trouvé ça vachement bien. Oh là là. Si, j'ai trouvé ça vachement bien, mais je suis super fan de la saga. C'est bien ça le problème. Je sais pas, j'ai retrouvé moi l'intérêt que j'avais trouvé à Inside Use 2 avec cette espèce de thriller psychologique où l'horreur vient vraiment de l'humanité et moins que des monstres. Finalement, les monstres n'ont qu'à pousser les humains pour que ça se passe mal.
Et j'ai apprécié particulièrement, c'est plus pour une séquence que pour tout le film que j'ai apprécié, le passage où le personnage de Lin-Shaye, donc Elise, ouvre des portes les unes après les autres, et ce sont des portes qui mènent aux différents univers des différents films, et où en fait on voit que l'horreur et que les monstres viennent de Lin-Shaye, qui est supposé être le personnage positif du film. Je trouve que c'est très osé et très réussi. Voilà, je sais pas tellement, je sais que le film a été très facile surtout. Ouais, j'ai pas trouvé ça facile du tout, mais au contraire, je trouvais ça assez bien écrit. Mais bon, voilà, je trouve que c'est une conclusion très, très convaincante pour Insidious, et j'espère même qu'ils en feront pas de 5e, parce que je trouve que là, la boucle est bouclée, ce serait étrange de continuer. Pas de 5. Quand t'es rendu à faire 2 préquels sur une même saga, faut arrêter. Oh non, ça ne pose pas de problème. Alors, 7e, Black Panther par Ryan Coogler. Ah oui. Alors, pour que je te mette un Marvel dans mon top, il faut qu'il y ait une importance. Et alors, c'est vrai que moi, je m'autorise un peu une fois par an à mettre un film, j'allais dire social, mais à mettre un film important en termes de représentativité dans mon top. Et là, cette année, c'est Black Panther, parce que je trouve qu'au-delà de ça, par ailleurs, c'est un divertissement qui se tient tout à fait, qui est plutôt bien écrit, même si voilà, certains effets de mise en scène laissent un peu à désirer, notamment dans l'espèce de baston final dans le métro. Mais je trouve que c'est un film où les personnages sont très bien écrits. Je trouve que le personnage de Killmonger, le méchant, est infiniment mieux écrit que ne pourra jamais l'être Thanos. C'est un film qui est très actuel et qui surtout est d'une importance redoutable d'un point de vue de représentativité. D'un point de vue de la représentativité notamment des Afro-Américains à Hollywood, c'est vrai qu'on blockbuster, on ouvre. Je trouve qu'on ouvre le spectateur à un nouvel univers. Et avec ses codes particuliers, que je trouve très peu américanisé, et qui est par ailleurs très réussi, qui est pas du tout dans le manichéen comme on aurait pu le craindre, les blancs contre les noirs, les machins, les trucs. Je trouve que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et je trouve qu'en termes politiques, c'est un film qui se tient en fait, et je trouve ça un peu comme Wonder Woman il y a 2 ans. Je trouve que c'est ou l'an dernier, je crois, je sais plus. Un peu comme Wonder Woman l'an dernier. Je trouve que c'est un film qui a une importance sociale et qui par ailleurs, au-delà de ça, reste un très bon divertissement qui fait parfaitement le job. J'ai pas vu le film, mais je conseille la soundtrack. Voilà. Oui, excellente soundtrack, absolument. Très bien. Etc. Voilà. Alors le 6e, un film que Morgan aurait probablement mis dans son top s'il l'avait vu. Je ne pense pas qu'il l'ait vu. Unfriended Dark Web. Ah putain. Non, tu l'as pas vu ? Je veux le voir. Mais... du coup, je réagis. Ah oui, d'accord. Ouais, je vais essayer de pas dire grand chose. Du film. Oui. Donc la suite d'Unfriended, voilà, qui s'inscrit dans quasiment un autre genre. En fait, on n'est plus vraiment même plus du tout dans l'épouvante traditionnelle, mais plutôt dans le thriller horrifique, vraiment. Il paraît que ça se rapproche plus d'un Black Mirror plutôt que d'un Paranormal Activity. On me l'a dit, mais d'un bon Black Mirror. Oui. Donc du coup, ça ne se rapproche pas vraiment de Black Mirror. Mais bon, parce que c'est difficile de trouver un bon ces jours-ci. Mais disons que oui, c'est un film qui est très réussi. C'est pas du tout une recopie du concept du premier. C'est vrai qu'il le réutilise pour un autre genre et pour d'autres histoires. Et je trouve ça très original, la manière dont ce qu'on appelle le screen dive, je crois, c'est concept qui est utilisé pour donc on est toujours sur Skype, en fait. On est toujours sur Skype, c'est ça. Mais faut arrêter là, c'est n'importe quoi. Bah non, c'est une nouvelle forme de raconter des histoires. On n'est pas dans le champ. C'est quand même pas du cinéma, ça. Mais bien sûr que si. C'est un nouveau genre de cinéma moderne en champ contre. C'est plus du champ contre champ, c'est du montage. C'est du cinéma de feignant. C'est de la mise en scène avant tout. Je te conseille de te renseigner sur le boulot de montage qui est fait sur ce genre de film. C'est pas du tout du cinéma de feignant, bien au contraire. C'est un travail. J'ai payé une place pour voir une image dégueulasse de Skype, quoi. Mais ça, je comprends tout à fait. D'ailleurs, je recommande plutôt sur ordinateur comme pour le premier film. Oui, ça c'était pas bon en revanche, mais ça c'est parce que justement Unfriended 2 comme le premier se repose pas uniquement sur le concept, mais il arrive à raconter une histoire qui se tient vraiment de bout en bout et qui a le temps de par ailleurs. Ça pourrait très bien fonctionner sans Skype, mais c'est vrai que l'ajout de ce concept fait que t'es devant un truc que t'as quand même rarement vu ailleurs, quoi. Tu vois, c'est quand même un renouveau cinématographique, on aime ou on n'aime pas, mais c'est un film qui tente quelque chose et qui a une originalité. Bon après, les acteurs sont moins série Z. Ouais, les acteurs sont moins série Z. D'ailleurs, l'un d'entre eux est une de mes révélations de l'année, Colin Woodell. Et c'est très bien joué. Et surtout, c'est des personnages qui sont moins stéréotypés.
À ce niveau-là, c'est vraiment mieux écrit que le premier film. Le premier avait peut-être sa limite là. Moi, je l'ai vu, j'adore toujours le premier, mais c'est vrai que le côté un peu. Là, c'est mieux écrit. Je le dis sans peine, c'est vraiment mieux écrit. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Okay. Ensuite, bon là pareil, hurlement en perspective, les animaux fantastiques, mais ça c'était couru, les crimes de Grindelwald. Je l'ai pas mis dans mon top 3, non, parce qu'il faut pas déconner, parce que tout simplement parce que c'est un blockbuster qui est très réussi, très bien écrit, je trouve ça très bien écrit. Ah bon? Ouais. Ah bah il est oui. Ah, désolé, hein, il y en a qui mettent Jurassic World 2, il y en a qui mettent les Crimes de Grindelwald, voilà, il en faut pour tous les goûts. Moi, je préfère un message politique et dinosaures qui ouvrent une porte. Jurassic World n'annule pas tout le reste de la franchise, quoi. Ça, moi, je préfère un message politique plutôt qu'un dinosaure qui arrive à ouvrir une porte. Bon, passons. Et donc, non, disons que c'est un film qui est très réussi. Il y a des soucis, mais je dirais qu'en termes de montage, je trouve ça assez original parce que c'est quasiment du temps réel. Là-dessus, ça se rapproche un peu de Last Jedi. Il y a 2 ans, non, l'an dernier, pareil, je sais pas pourquoi que j'ai avec 2016. Oui, ils ont le ventre mou au même endroit. Mais donc voilà, je trouve que ça fonctionne assez bien du point de vue du montage, cette espèce de temps réel. Je trouve que les personnages sont très bien écrits, il y a des évolutions de certains qu'on n'avait pas vu venir et qui sont finalement très actuels. Je pense notamment à la manière dont un certain personnage est de plus en plus possédé par cette envie de par ce charme de Grindelwald, joué par ailleurs par un Johnny Depp que moi j'ai rarement vu comme ça depuis 10 ans. Je trouve qu'il est ressuscité. Alors oui, le choix de casting fait évidemment fait polémique pour des raisons qui pour moi sont autres que son jeu d'acteur, mais en lui-même je trouve qu'il est vraiment très bon. Et voilà, j'ai pris plaisir à voir Johnny Depp s'amuser comme ça en jouant un personnage, et je crois tout à fait du coup à son Grindelwald qui joue sur son charme. Je trouve que Johnny Depp ça fonctionne très bien. Voilà, il y a quelques soucis du point de vue parfois du jeu d'acteur, c'est peut-être un peu long. Le film a des qualités. Voilà, c'est peut-être un peu long. Je trouve que visuellement c'est quand même très réussi. Voilà, c'est peut-être un peu long et la révélation de la fin est un peu vulgose. Mais disons que pour moi c'est toujours d'une exigence cinématographique assez stupéfiante quand même pour le genre dans lequel il s'inscrit. Et alors 4e film, plus rien à voir, Place publique. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est le nouveau film d'Agnès Jaoui et de Jean-Pierre Bacri. Avec Jean-Pierre. Absolument, avec 2 Jean-Pierre. Oui. Et c'est très réussi, ça pour le coup. On s'éloigne pour le coup un peu des comédies. Ça n'a jamais été de la comédie pure, mais c'est vrai qu'on s'éloigne un peu de l'aspect rigolo des films précédents pour arriver vraiment vers une fable qui est plutôt sombre, très noire, et qui tient vraiment plus du drame avec quelques éléments de comédie que vraiment de la comédie pure. C'est très bien joué, je trouve ça très actuel. Après, je pense que l'accueil du film a été plutôt bon, mais le fait que personne n'ait été le voir, je pense que c'est dû au fait que c'était mal vendu, tout simplement, parce qu'on nous le vend un peu comme une comédie, et les quelques blagues dans la bande-annonce sont très lourdingues, et souvent, c'est parce que c'est pas une comédie, en fait. Ils ont trouvé des blagues dites par des personnages qui sont eux-mêmes lourdingues, donc ça fonctionne pas, mais je recommande vraiment, et Jaoui et Bacri sont toujours, au-delà d'être de très bons réalisateurs, des acteurs stupéfiants. Et ça, je le recommande vraiment 1000 fois. Ok, très bien. Voilà. Et ben, c'est à mon tour. Et pendant que vous parliez, du coup j'ai triché comédie, j'en ai mis un 11e. Oh l'autre pour une fois j'ai respecté les règles. Non mais oui mais bon pour les attentes, je sais que tu vas pas respecter les règles, alors voilà, moi je respecte plus les règles, c'est bon. Non, je vais juste dire que j'ai vu Roma hier et c'est très bien, voilà. C'est un peu long. Morgane. Ça va, j'aime bien. C'est un peu long. Mais c'est très bien réalisé et c'est très émotionnel à la fin. Moi je l'ai pas vu parce que j'avais peur de trouver ça long. C'est un peu long à certains moments. Moi aussi, pourtant j'adore Quaron, Gravity, mais là... D'ailleurs il fait une référence un peu, ça fait un peu... enfin tu verras si tu vois le film, mais il fait une référence à Gravity. Il y a Sandra Bullock qui joue mal. Non, il a osé faire ça, bon c'est un peu... Voilà. Bon bref... Il y a quelqu'un qui aboie. En 10e, Astérix, le secret de la potion magique. J'ai... film. Non mais mais si c'est du même niveau que le premier, moi j'ai du mal à comprendre. mais vas-y. Taisez-vous. Bon, Alexandre Astier, j'aime beaucoup tout ce qu'il fait. Ses dialogues sont très bien écrits. Les gags visuels fonctionnent à merveille. C'est très bien réalisé. Voilà, bref. En 9e, là. T'as pris tes petites notes, Axel? Non, je fais tout à l'impro là. En 9e, un film que personne n'a cité, et je n'en veux personne, mais c'est un film qui, même s'il a ses défauts et je conçois, il m'a quand même pas mal touché. Donc c'est La forme de l'eau, du coup, de Guillermo del Toro. Ah oui, j'aurais pu le mettre, mais pareil, pas la place.
Ah bah Voilà, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'est une histoire très simple, une histoire d'amour plutôt simple. Enfin, j'ai été touché par ce film. La réalisation m'a plu, l'histoire m'a plu, et même si ça va pas chercher très loin, c'est un petit film bien sympathique, quoi. Voilà. En 8e, Jusqu'à la garde. Donc ouais, il est franchement, j'ai essayé de le mettre plus haut, mais je pouvais pas parce que j'avais des plus gros coups de cœur subjectifs. Mais c'est un film qui m'a foutu une énorme claque, vraiment. Pour moi, c'est le film d'horreur de l'année, vraiment. J'ai vu A Quiet Place, mais pour moi, il est vraiment, enfin, celui-là est vraiment meilleur, je trouve. En termes de, enfin, personnellement, ça m'a plus fait flipper. Et du coup, non, franchement, c'est super bien réalisé. Je trouve qu'on fait alors, en France, on fait des super films sur le divorce. Voilà, Voilà. Français. Chacun prend le monstre qu'il veut. Mais c'est très bien réalisé, c'est très réaliste. Les acteurs Papa ou sont maman, excellents. c'était pas terrible quand même. Oui, non, c'est vrai. Mais voilà. Du coup, voilà, Jusqu'à la garde, je vous le conseille, on vous le conseille encore une fois. 7e, un autre film que personne n'a signalé encore, et je pense pas que quelqu'un va en parler, mais il m'a beaucoup marqué, c'est Annihilation. Si, j'en ai parlé. Bah, il n'en parlait, il dit. T'écoutes Attends, pas, Axel? En 11e, je l'ai mis. Mais je l'ai pas mis dans le top. Ah oui, j'ai pas entendu. C'est pareil, c'est pas un film que je vais prendre plaisir à revoir, mais c'était tellement. Non, oui, c'est clair, c'est pas. Déjà, ne serait-ce que visuellement. C'est très oppressant, c'est très. Voilà. C'est pas un film agréable. Vous avez mis un film Netflix dans votre top. Ouloulou, vous tuez le cinéma, vous. Hein. Bah, il est très, j'ai mis très deux bon. films Netflix. T'as pas mis Bird Box quand même? Non, j'ai mis Roma. C'est un film oui, Netflix. c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc oui, Annihilation, c'est Alex Garland, et moi c'est un réalisateur que j'aime de plus en plus. Il fait de la science-fiction que je trouve assez originale et plutôt novatrice, et enfin au niveau de sa réalisation, je le trouve très bon. Ce film, les acteurs sont aussi excellents, la bande son me fait. Et le travail faire sur le son et les bruitages, la scène dans la maison avec l'ours là. Ouais. Le travail sur le son est excellent, la bande sonore, enfin la musique, etc. Moi ça me fait faire des crises de panique, quoi, carrément. c'est vraiment. Il est chez lui et il oscille sur sa chaise. Voilà, c'est ça, mais clairement, et j'ai peur en entendant cette musique, mais en même temps, enfin voilà. Non, les 20 dernières minutes sont aussi excellentes. Enfin voilà, c'est très obscur, mais ça m'a beaucoup plu. Oui, tu comprends pas tout, hein, mais. Non, mais justement, et d'ailleurs, on comprend pas tout non plus au prochain film, du coup, qui est le 6e, et c'est Phantom Thread. Je l'ai mis un peu bas, je sais. Ah, mais comme moi, pareil. Oui, je sais qu'il est un peu bas selon les standards de Morgane. C'est les champignons, ça. Mais j'ai eu. Non, les omelettes. Les omelettes aux champignons. Les champignons, ouais. Enfin, je suis un grand Très fan de bonne Paul chanson Thomas. d'Olivia Wilde, d'ailleurs. Pardon. C'est vrai en plus. Oh, punaise, donc je suis un grand fan de Paul Thomas Anderson, donc j'attendais énormément ce film, j'ai pas été déçu. Surtout vraiment. Resident Evil et tout, c'est. Toujours la même blague. Mais toujours, oui, la même blague année après année. Hein, ah non, il a fait Moonrise Kingdom, pardon. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est merde. Ben non. Ah non, c'est Wes non, Anderson. il a fait. Ah oui, non, il a fait Magnolia. Non, c'est Claude François, ça. Merde. Non, il a fait Resident Evil. C'est lui, non? Mais je viens de la faire en plus. Je sens que je suis devant Annihilation et je suis en train de faire. J'ai mon cœur bat à 100 à l'heure là, c'est plus possible. Donc, voilà, Phantom Thread, c'est un super film, super acteur. La musique de Johnny Greenwood, excellente. L'histoire m'a captivé. J'ai toujours pas tout compris et je comprendrai, je pense, jamais tout à ce film. Et c'est ça qui me plaît aussi. C'est vraiment un gros mystère. Et en fait, même si c'est un mystère, ça reste intriguant. On s'ennuie pas en fait du mystère, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film. En 5e, Pentagon Papers de Steven Spielberg, un film que j'ai adoré quand je l'ai vu et que j'y repense assez souvent. C'est un film qui m'a bien marqué, des acteurs au top, Meryl Streep, Tom Hanks bien sûr. Et même des acteurs secondaires qui sont tout aussi brillants, Alison Brie, Zach Woods, Bob Odenkirk, enfin ça c'est pour citer Jesse Plemons aussi. Sarah Paulson. Sarah Paulson, enfin voilà, c'est vraiment les acteurs secondaires
porte très bien la chandelle aux acteurs principaux, et ça c'est quelque chose de pas facile à faire quand t'as en face de toi Meryl Streep et Tom Hanks. Et c'est justement tout le génie, je pense, au niveau de la direction d'acteur de Steven Spielberg. Il raconte cette histoire avec brio. C'est un genre de Bridge of Spies. C'est le même genre de film, quoi. C'est un film politique, historique, mais je trouve qu'il les maîtrise avec brio, justement, Steven Spielberg. Et pour moi, c'est son meilleur film de l'année. Voilà. Mon beau-frère est persuadé qu'il y aura une suite, parce que quand tu vois la fin, il y aura une suite. Mais non. Oui. Non, mais... il va pas faire audacieux, une saga c'est génial. sur Pentagon Papers. Oui, enfin bon, il pourrait faire le Watergate, etc., puisque ça annonce à la fin Bien sûr, ce qu'on a lu Watergate, mais ça non, aurait pas trop d'intérêt. Ready Player One 2. Voilà. non, je pense pas. Et en quatrième, du coup, Les Indestructibles 2, parce que c'est... ouais, aussi haut, peut-être. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est bien. Axel, c'est ça. Pourquoi tu l'as mis en quatrième aussi ? Pareil, ouais. Il me semble, ouais. Donc, non, il est monté un peu plus, en fait, chaque jour, parce que à chaque fois que j'y repense, je me dis, mais putain, c'était quand même un putain de bon film, quoi, ce film. Il est trop bien réalisé par Brad Bird, c'est mon petit chouchou, c'est un de mes petits chouchous d'animation. J'ai d'autres films d'animation pour plus tard, mais là, Les Indestructibles 2, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup plu. La BO est excellente de Giacchino, bien sûr, voilà, Giacchino, exactement. Bref, c'est une excellente suite, et faire une excellente suite à un excellent film, c'est très rare. Un film d'animation puis aussi longtemps après. Voilà, aussi longtemps après, c'est quasiment que chez Pixar qu'ils ont réussi à le faire. Ouais, et ben du coup, ils ont encore la recette gagnante. Et cette année, c'est Les Indestructibles 2 qui l'emporte. Voilà. Et ben du coup, on a fini sur ces tops de 10 à 4. Et on va passer au troisième avec Morgane. Oui. Alors, mon numéro 3, c'est... Ah bah tiens, c'est aussi numéro 3, 3 Billboards. Ah voilà. ouais, d'accord. Ouais, c'est pas 2018, ça, c'est 2017 ? Non, c'est 2018. Janvier, mais comme il est sorti en janvier, le problème c'est que... 3 Billboards, t'as mis ? Ouais. Donc là, en fait, c'est quoi, Axel ? Quand tu l'as mis quelque part, faut qu'on dise aussi, non ? Ou on fera le tour ? Non, on fait le tour. Okay, mais tu peux en parler en même temps que sans révéler où tu l'as mis dans ton top. Ok. C'est ma première claque de 2018, vraiment, ma première grosse claque. J'ai adoré. T'as été jeté par la fenêtre. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai compris la référence. Première claque, vraiment, parce que j'ai adoré ce film un peu hybride, ce mélange de western moderne, de drame social. Comédie, en plus, c'est un film de comédie, moi j'ai trouvé ça très drôle. De comédie noire, ouais. c'est très 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 drôle. Frances McDormand époustouflante, méritait évidemment son Oscar de la meilleure actrice, elle l'a pas volé. C'est un film qui est sorti au bon moment quand même, je trouve. C'est là où l'affaire Weinstein a commencé, enfin je crois, c'est en janvier que ça a commencé à éclater. C'était en novembre, c'était octobre-novembre, quelque chose comme ça, 2017. Ah oui, d'accord, c'est vraiment justement, il est sorti quelques mois après que tout il est sorti en fin 2017 aux États-Unis. Donc, oui, donc voilà, mais c'est justement, il y a une plus-value par rapport à l'actualité, et surtout Frances McDormand, qui est une femme, on le sait, profondément engagée. De la voir vraiment dans un rôle comme ça, c'est absolument bouleversant, et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue dans un tel grand rôle avec une telle profondeur, une telle puissance de jeu, d'humour. J'ai adoré aussi les seconds rôles. Ma préférence va pour Woody Harrelson plutôt que Sam Rockwell. C'était peut-être trop évident, mais la scène, il y a une scène où Woody Harrelson est en voix off. Et honnêtement, je m'en suis toujours pas remis. La musique est magnifique. Voilà, c'est un mélange de scènes légères, de scènes puissantes, assez choquantes. C'est violent, c'est très bien ficelé, drôle, aussi. c'est magnifique. Franchement, c'est un très bon film. Des ruptures mais même de la ton fin, sans arrêt. La fin qui est une fin comme ça, qui est magnifique, où les personnages trouvent une finalité. Enfin, la fin est belle. C'est un film qui déborde d'humanité, alors qu'on croit qu'il y en a plus du tout, quoi. On se dit, ce personnage-là est franchement, foutu. à certains moments, t'en peux plus. Tu doutes vraiment, et c'est un film très cohérent, qui est magnifique. Voilà, je l'ai vu 2 fois. C'est encore plus d'intérêt dans le sens où il le pose vraiment dans un comment dire, dans un contexte ou même le fait que ça se passe dans le Missouri, c'est quand même l'Amérique profonde et tout, et il y a vraiment
je trouve que c'était vraiment une bonne idée, en plus de placer l'action ici, quoi. Mhm. Ça rajoute vraiment encore plus par rapport à ce que tu dis sur l'humanité, Morgane, tout ça. Oui, et puis ce qui est bien, c'est que c'est un film qui est... Moi, je l'ai pas mis dans le top parce que je pensais que c'était 2017, mais en fait non, vous avez raison, 18 janvier Tu 2018. vis à l'heure américaine. Mais c'est vrai que c'est un très bon film et surtout c'est d'une sobriété, c'est d'une classe. Du point de vue Oui, de la c'est mise en ça, scène, c'est tout. il y a encore les arguments qui ressortent. Oh, c'est pas réalisé, il y a quelques plans, mais ça rénove rien. La sobriété, c'est aussi du cinéma et je trouve que Three Billboards aurait pas pu être réalisé justement à la Spielberg avec des grands travelling ou quoi que ce soit, quoi. Là, je trouve que c'est très réussi de ce point de vue-là aussi. C'est toute cette sobriété-là que je retiens, mais c'est aussi la façon dont toutes les scènes, il y a des scènes qui sont vraiment puissantes. C'est à la fois sobre, mais en même temps, c'est vrai que le film n'a aucune autre prétention. Il ne prétend pas révolutionner quoi que ce soit. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien. Il s'applique. La scène où les panneaux sont en feu, enfin, c'est une scène d'héroïsme magistral qui te met une pêche d'enfer. Et en même temps, tu sens. Enfin, c'est un film très psychologique finalement. Il y a vraiment plein de choses qui sont brassées en 1h40, je crois, 1h ou 1h50. Ouais, Oui, 50. c'est à peine 2 heures. Ouais. Ouais, et j'ai trouvé ça mais absolument puissant. Et c'est surtout que le personnage de Frances McDormand cristallise vraiment en fait toutes ces personnes qui à leur échelle tentent de faire bouger les choses et se battent en fait. Et ça fait moi je trouve que ça fait vraiment écho à n'importe quel combat même, hein. Ça peut être pour l'égalité mais même je sais pas, genre les droits des animaux par exemple. Enfin, c'est vraiment il y a plein de gens comme ça qui on est tous dans notre coin, mais chacun quand même par son action arrive à une possibilité de jeter la pierre qui changera le truc, quoi. Et je trouve que le film met assez bien ça en avant aussi. Ouais. C'est très humain. C'est un film tellement humain et il y a les scènes drôles. Il y a la scène dans la cuisine avec le prêtre. Elle est énorme. Enfin, la salle était hilar et c'est ça qui m'a surpris. Je me suis dit comment on peut passer du rire aux larmes mais en 10 minutes de temps. Enfin, la scène avec Woody Harrelson, j'entendais les gens renifler dans la salle, quoi. Il y a des scènes qui sont c'est beau, c'est un film qui est juste magnifique, qui est magnifique, qui est humain, qui est puissant, qui est violent. Il y a de tout et j'aurais aimé avec un autre film qu'il ait l'Oscar du meilleur film. Je trouve que peut-être que le Del Toro c'était peut-être pas non. Ah bah clairement oui, moi je le j'ai aimé le Del Toro mais pas. Oui, non mais je comprends parfaitement. Mais moi je l'ai pas mis dans mon top malheureusement parce que j'ai pas eu de place et ah oui. Ouais, non, je l'ai pas mis dans mon top. Je l'ai bien aimé, franchement. Ce que j'ai aussi adoré dans ce film, en fait, c'est le fait que chaque personnage ait son importance, en fait. Il n'y a pas de personnage qui est pas. Non, absolument, il n'y a pas de personnage secondaire, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, tous. Voilà, c'est comme lire un bon bouquin, en fait. C'est vraiment ça. Et parce qu'au final, même Abby Cornish, qui est plus en retrait, elle est là et elle joue quand même. Enfin. Elle a un vrai rôle. Ils ont tous un rôle en fait. Ils ont tous un rôle, que ce soit quand on nous les présente ou alors à la toute fin du film. Enfin voilà, il y a toujours. En fait, l'arc de chaque personnage se finit à la fin du film, et c'est ça que je trouve bien aussi. Donc voilà. Très bien, très très bon choix, Morgane. Eddie en troisième. En troisième, moi j'ai mis Pentagon Papers. Donc bon, je vais pas rajouter grand chose de plus par rapport à ce que vous avez dit. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans ce film-là, c'est que on voit pas souvent Spielberg mettre en scène des héroïnes. Et je trouve qu'ici, il s'en sort bien. Oui. Et moi, ça m'avait plaisir. Enfin, en fait, il y a au-delà du sujet, c'est surtout qu'il y avait un vrai plaisir de voir Tom Hanks et Meryl Streep dirigés par Spielberg. Et c'est vraiment là-dessus que le film m'a marqué aussi. J'ai trouvé que les deux avaient vraiment, en plus d'avoir une alchimie à l'écran, c'est surtout que la manière qu'ils ont eu d'être dirigés est tout à fait juste en fait. Même le travail sur les postures par exemple, où t'en as un qui est tout le temps dans le mouvement, l'autre est est plus posé, mais en même temps tu sens qu'elle agit aussi. Enfin, il y a une, je trouve ça assez remarquable, quoi, vraiment. Je trouve que Spielberg a une facilité comme ça je pense qu'il visualise vraiment en fait avant et tu sens qu'il arrive vraiment à exposer ce qu'il a en tête
c'est comme ça, quoi. C'est un claquement de doigts. Il y a vraiment, il a une capacité à exposer ce qu'il souhaite. Il rend, enfin, ça nous paraît simple ce qu'il fait, mais pourtant c'est très compliqué. En fait. Oui, c'est ça. Voilà, et c'est ça c'est ça qui fait tout son génie justement. Voilà. Donc non, rien de. Oui, non, okay. On en a déjà bien parlé. Non, mais c'est un très bon choix. Adrien, du coup, en troisième. Alors en troisième, on a la raison pour laquelle Les Indestructibles 2 n'est pas dans mon top. C'est parce que en termes d'animation, j'ai privilégié un film qui innove constamment, celui qui innove parfois. Mais celui qui innove parfois était très bien. Into the Spider-Verse. Je sais pas comment dire, c'est le chef-d'œuvre d'animation de l'année et je pense des nombreuses dernières années. Oui. Alors je te coupe vite fait, je parie quelque chose et si tu le fais, je vais dire j'avais raison et je te dirai vas-y. Dis pourquoi t'as aimé le film, vas-y. Alors il y a une ambition formelle en fait. C'est assez phénoménal, il y a plusieurs styles d'animation en même temps, bon ça tout le monde le répète mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a à la fois du stop motion, de la 2D et de la 3D. Et c'est pas simplement c'est pas simplement une performance technique. C'est-à-dire que c'est un film qui est réussi de bout en bout, qui a un message d'ouverture formidable et qui est vraiment très réussi. Il y a une complexité, je trouve que tous les personnages sont écrits. Alors il y a forcément des personnages qui sont moins écrits que d'autres par la force des choses, parce qu'ils sont beaucoup. Parce qu'il y a pas beaucoup de temps aussi. Voilà, c'est ça. Mais au-delà de ça, il y a pas de personnages qui sont là pour le gadget. Tu vois, ils vont tous avoir un intérêt au fur et à mesure du film. Même le Spider Pig, l'espèce de machin rigolo, il a un intérêt à un moment. Au-delà de ça, bon, il y a toujours cette problématique de la représentation qui est importante, mais voilà, je dirais qui est moins le centre du film que Black Panther. C'est-à-dire que c'est un film qui vit pas par ce biais-là, qui vit aussi par le biais tout simplement de la, c'est un bon film de la qualité, même pas un bon film, un très bon film, quoi. Vraiment, c'est une qualité invraisemblable. Alors j'avais un peu des doutes sur le score de Pemberton au début et finalement c'est bon, je vais pas spoiler la BO de l'année mais bon là je la spoil un peu quand même, qui finalement est très réussi. En fait c'est juste que je me demande si comme Justice League plutôt il y a pas eu un petit problème d'étalonnage, c'est-à-dire que on entend assez mal, en tout cas dans le cinéma dans lequel j'étais, j'entendais assez mal la musique. Ouais, je l'ai ressenti aussi. Et du coup c'est assez frustrant parce que quand tu la réécoutes tu vois que c'est vraiment un monument. Mais au-delà de ça c'est vrai que c'est très très réussi et qu'en fait ce qui est fascinant, c'est qu'en sortant du film, tu vois pas de défauts majeurs, quoi. Même des défauts mineurs, t'en vois pas tellement. Il y a peut-être une ou deux longueurs, il y a un ou deux machins qu'on aurait pu supprimer, une ou deux lourdeurs un peu de cinéma de super-héros, et encore, ça fait partie des codes, tu vois. Et c'est un film qui parfois, un peu comme les Deadpool, tu vois, récupère quelques vannes connues pour les ressortir, notamment la vanne sur Spider-Man 3, voilà, bon, il y a plein de gens que ça a fait tiquer. Mais moi je trouve que ça fait partie de l'ensemble, qui est un film qui est pourtant pas dans la moquerie, qui est un film qui est très conscient de ce qu'il est et conscient de ce qu'il a précédé. Donc je dirais que c'est pas un film qui est dans la moquerie, mais qui est plutôt dans l'hommage parfois un peu humoristique, quoi. Et je trouve que ça fait du bien, ça fait un peu du bien qu'on ait d'avoir un film comme ça, surtout pour ce personnage-là, qui soit à ce point altruiste et à ce point sincère et conscient de ce qu'il est, et généreux et modeste en quelque sorte, même s'il a toutes les raisons de se considérer comme un grand film. Donc voilà, c'est le coup de cœur de l'année. Alors c'est pas réalisé, je le croyais jusqu'au bout, par Lord et Miller, mais on sait qu'ils ont eu un travail assez monumental au niveau de la production. Mais voilà, ils écrivent aussi. Ils ont écrit le scénario. Et ça aurait pu être le meilleur film de l'année. Enfin, très honnêtement, il démérite pas moins que mon 2 et mon 1, quoi. C'est vraiment un excellent film. Ok, très bien. Et bon, moi, en troisième, c'est aussi un film d'animation. C'est différent. C'est L'île aux chiens, donc de Wes Anderson. Ah, je m'en doutais. Morgan, tu me diras après ce que tu pensais que j'allais dire. Ah oui, je t'ai dit. Donc voilà, c'est un film qui m'a énormément touché, que j'ai vraiment apprécié, que je trouve vraiment original. Enfin, je suis déjà très fan de l'univers de Wes Anderson, donc c'était pas très difficile de me convaincre, mais là, je trouve qu'il a vraiment redoublé d'efforts, justement. Je trouve que l'écriture est très très bonne, les personnages sont très attachants. Voilà, c'est vraiment du super travail d'animation aussi, parce que c'est clairement un style qu'on n'a pas l'habitude de le voir. Il l'avait déjà un peu expérimenté avec Fantastic Mr. Fox, mais là je trouve qu'il a passé la 5e, quoi, vraiment, et avec ce film, et il m'a énormément touché.
C'est un film aussi assez simple, assez en fait, il est honnête avec le spectateur, c'est-à-dire que il annonce pas un grand spectacle en fait, et en fait, comment dire, ses promesses, il les réalise en fait, et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié aussi. Wes Anderson est très honnête avec le spectateur, et c'est un film qui m'a beaucoup touché, qui est aussi assez drôle. Au niveau, enfin, on s'ennuie jamais. Je trouve que le rythme est très bien tenu. Et voilà, c'est un de mes films préférés de l'année, vraiment. Donc voilà. On va passer au deuxième de Morgane, du coup. Alors le numéro 2. Et le problème c'est qu'Axel, tu vas deviner mon film de numéro 1. Non, mais je sais déjà. Numéro 2, c'est Ready Player One. Voilà. Ouais. Ouais. Vous attendiez à ce qu'il soit premier, mais non, il est pas Le premier. deuxième. La motivation d'Axel 1, ouais, c'est vrai. Ok, bon. Ah ouais, non mais Il existe, non, mais- malheureusement. Ah ouais. oui, il existe et il vous emmerde et moi avec. Voilà. Ouais. Mais non, bah voilà, je disais que les blockbusters cette année c'était pas tellement ça. Ben non, il y en a un et c'est réalisé par le maître absolu, donc Spielberg. Voilà, c'est déclaration d'amour au cinéma, la culture geek, alors que justement la culture geek, on a tendance à s'en moquer aujourd'hui. Et lui, de par sa... C'est Ça formidable, fait trop, hein. il la méprise, mais il s'en moque pas, c'est ça qui est formidable. Il la méprise pas du tout. Enfin, Non mais faut 90, arrêter. Hein. Il la méprise pas du tout. Au contraire, c'est une déclaration d'amour à la culture pop, à la culture geek, aux spectateurs, au cinéma, à tout ce qui l'a fait vibrer. Et à travers un film qui cesse de se renouveler à chaque fois, qui va à chaque fois de plus en plus loin dans l'inventivité, dans la générosité. Voilà, c'est un film que j'ai trouvé puissant et beau. C'est pas parce qu'il y a Ty Sheridan, non. Mais c'est surtout de voir qu'un mec Surtout de qu'il joue sa... trop mal, donc. il joue très bien, faut arrêter. Oh, c'est pas le pire du film. Non, c'est pas le pire. Non, mais c'est pas le meilleur. Le meilleur, c'est Mark Rylance. Voilà, qui ne cesse de me surprendre. Et dont la collaboration, chaque collaboration avec Spielberg, à part Le Bon Gros Géant, me fascine. Mais c'est de voir qu'un mec de la trempe de Spielberg fasse un truc comme ça, quoi. Quelque chose de qu'on pourrait juger un peu simpliste dans le message, mais encore une fois, c'est un film qui déborde d'humanité, quoi. C'est tous les thèmes de son cinéma, tout ce qu'il caractérise en tant qu'individu finalement, parce que Spielberg c'est quelqu'un qui aime profondément les gens, on le voit, toute sa filmographie c'est baigné par une humanité, chacun de ses films c'est humain, que ce soit voilà, même de Cheval de guerre à la liste de Schindler en passant par même La Guerre des mondes, tout ça, c'est des films profondément humains, et là on est dans de l'ASF, donc pour moi c'est quelque chose de pour moi aussi fou et important que ce qu'avait été Mad Max en 2015 et Gravity en 2013, et je le dis avec oui, je le dis, non mais je le dis et je le pense, mais vous voyez, je suis objectif. Tu le disais vraiment déjà au moment où la bande-annonce est sortie, alors. Non, la bande-annonce j'en rajoute un petit peu, mais attends, je peux retrouver le tweet. Tu peux retrouver le tweet évidemment, mais j'en rajoutais pas mal. Mais si vraiment j'étais un fan hardcore, juste voilà, mais je sais bien, en premier. Mais l'objectivité parle, et en numéro 1 il y a encore mieux. Voilà. Pour dire. Alors, est-ce qu'on peut commenter rapidement, ou est-ce qu'on peut pas? Non, tu commentes pas parce que tu vas dire c'est de la merde. Ah oui, d'ailleurs. Non, Adrien... en fait, je dis ça parce que j'ai pas mis dans mon flop. Ah bah c'est bien que tu l'aies pas mis dans ton flop. Non, mais de toute façon, t'inquiète pas, on en reparlera plus tard, je dirais. Ah oui, c'est génial. Donc, juste petite parenthèse, Adrien, je pensais que t'allais tacler Homecoming. Voilà, je me suis dit, il va tacler Homecoming. Non, parce que comme c'est un film, comme le Spider-Verse, c'est un film qui est très ouvert et très. Quel lien voilà. Non, mais le lien parce que c'est un film Spider-Man et que c'est infiniment meilleur. Mais comme c'est un film qui est très avec Ready Player One. Non, au moment où je parlais de Spider-Verse, Morgan a dit que j'allais dire un truc. Donc voilà, c'est juste pour répondre 2 secondes, c'est juste pour dire que comme Spider-Verse, c'est un film qui est très ouvert et qui dit que toutes les versions Spider-Man sont bonnes, je n'allais pas m'en servir pour tacler un autre Spider-Man, voilà, c'est tout. Voilà, mais je pourrais, t'en fais pas. Surtout que, voilà, quoi, il en a pas besoin. C'est clair. Donc, Eddie, ton deuxième. Eh ben moi, le deuxième, c'est Free Billboards, les panneaux de la vengeance. Voilà. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure, donc j'ai rien de plus à dire. Non, oui, non, mais c'était impeccable, quoi. Moi j'ai beaucoup. Pareil, grosse claque. L'une des premières claques de l'année, parce que je l'ai rattrapé pas trop tard en plus, donc voilà. Ok, très bien. Adrien, ton deuxième. Alors Axel, tu vas pouvoir préparer ton plus beau cri de joie. Ouais, et je pense que tu vas aussi. Ouais, parce qu'en numéro 2, Au poste, voilà. par Quentin Dupieux.
Alors il n'est pas numéro 1 parce que mon genre de prédilection bon a sorti un excellent film cette année. Mais voilà, au poste, au poste, vraiment, c'est incroyable. Au poste, c'est un truc, je l'ai vu il y a 2 jours. Et enfin, je veux dire, tu l'as dans la tête. On l'a vu quasiment ensemble, ouais, c'est ça. Sans le vouloir. C'est un film qui est formidable. Enfin, c'est d'une recherche burlesque. Alors je sais pas si je préfère celui-là aux réalités parce que réalité allait plus loin, il y avait plusieurs unités lieux et je pense que le film c'était plus labyrinthique qu'au poste, alors qu'au poste c'est quasiment un huis clos, pardon. Ouais, c'est vraiment un huis clos. Voilà, c'est ça. C'est très réussi. Alors, vraiment, c'est un film où à la fin, tu te dis, mais Saperlipopette, qu'est-ce que j'ai vu, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est... Et on utilise le mot Saperlipopette. Non, je vous expliquerai après. Non, mais c'est vraiment... C'est là que tu te dis, c'est très réussi. Et enfin, les jeux d'acteurs sont formidables. J'ai jamais vu Poulvord comme ça. Et j'adore Poulvord. C'est un de mes acteurs favoris de tous les temps. Mais enfin, c'est formidable comme ils se répondent avec Ludig, c'est un espèce de monument absurde. Vraiment, ça pourrait être une pièce de théâtre, mais d'un autre côté, il y a un côté dans ces choses cachées dans les placards, dans ces plans sur des objets qui semblent anodins, mais qui vont avoir une importance par la suite et tout ça. Il y a quand même quelque chose de profondément cinématographique. Donc c'est... bon voilà, je vais rien dire sur la fin parce que c'est encore mieux que tout ce qu'on peut croire. J'aime beaucoup que le rôle d'Orelsan soit finalement, j'avais un peu des doutes, mais soit finalement très secondaire parce que c'est un espèce de troll aussi finalement de lui faire une réplique. Et c'est un film, enfin, tu tombes de ta chaise. Enfin, je sais pas comment dire. C'est extrêmement bien écrit. Je sais qu'il a été reçu assez tièdement par certains fans du Dupieux qui ont un peu vu une caricature. Moi, je l'ai trouvé en fait très simple. Et c'est ça qui m'a surpris, c'est que c'est pas un film qui parle dans tous les sens. Il y a quelques répliques, voilà, complètement absurdes et des running gags, mais c'est pas du tout poussé comme Rubber, par exemple. Il y a quelque chose de très sobre dans Au Poste aussi que j'ai beaucoup apprécié et qui en fait quasiment un film théâtral. Donc voilà, enfin, Au Poste, voilà, c'est un monument de cette année et tu peux commencer par celui-là, je pense. Non, mais en fait, c'est plus accessible que Réalité. En fait, c'est que je suis quasiment sûr que c'est un cinéma qui va pas me plaire du tout. Faut voir, hein. C'est très particulier, hein, mais c'est vrai que celui-ci est plus accessible, je pense. Ouais, je pense que c'est son film le plus accessible qu'il ait jamais fait. Absolument. Mais on peut dire aussi que c'est une sorte de remake du film avec Ventura et Michel Serrault, La Garde à vue. Il paraît que c'est un espèce de remake un petit peu. De très loin. De très loin, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je l'ai pas vu celui-là, mais Réalité, j'avais adoré. Non, mais franchement, c'est. Je vais vraiment recommander, c'est un chef-d'œuvre de l'année. Enfin, vraiment, voilà, c'est ahurissant comme truc. Donc, moi, en deuxième, sans grande surprise, c'est Au Poste aussi, voilà. Donc, ça m'y est tout de suite. Ah, mais putain, mais ce film, il est tellement bien. Enfin, vraiment, ça m'a. Une grosse claque. Je suis déjà un méga fan de Quentin Dupieux, donc du coup, je m'attendais à un film beaucoup plus fou, mais finalement. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé aussi la sobriété. Oui, ça lui va bien en fait. Hein. Voilà, Quentin Dupieux dans la sobriété, je m'y attendais pas du tout, et en fait, c'est génial. Et enfin, les dialogues ont un potentiel culte digne des plus grandes comédies françaises, quoi. Il y a des répliques, il y a des répliques qui sont écrites avec, elles sont tellement bien écrites, quoi. C'est vraiment le scénario est très minimaliste, mais en même temps. Ça fonctionne très bien et on s'intéresse aussi à l'enquête parce qu'en fait c'est une histoire de garde à vue en fait où Benoît Poulvord c'est un commissaire qui interroge du coup Grégoire Ludig qui est le suspect en fait il va dévoiler au fur et à mesure ce qui s'est passé dans sa soirée jusqu'à ce qu'il trouve un cadavre. Donc ça c'est bon, je dévoile rien puisque c'est annoncé dès le début quasiment. Donc voilà, et on va faire en fait toute sa soirée où on va passer dans des moments un peu plus surréalistes, un peu plus... Enfin, c'est très bien, je trouve que c'est très bien maîtrisé. Comme j'ai trouvé un peu l'aspect... j'ai beaucoup aimé en fait l'aspect, on ne sait pas à quelle époque ça se passe. C'est très intemporel. Voilà, c'est probablement une époque moderne, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Mais en fait, on n'en sait pas plus parce que les télés, c'est des vieilles télés cathodiques. Orelsan, il joue sur sa Game Boy quand il vient voir son père, qui est donc Benoît Poulvord. Et en même temps, on parle d'Internet et on parle de téléphone portable. Donc,
c'est très justement, j'ai beaucoup aimé cet aspect où la technologie, en fait, on sait pas à quelle époque on est, et on s'en fiche un petit peu, quoi. Et même dans les vêtements et tout ça, ça se voit dans le style, les coupes de cheveux, enfin voilà, donc c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé cet aspect. Ouais, Benoît Poelvoorde, comme tu l'as dit, enfin moi je l'ai pas vu comme ça depuis On est arrivé près de chez vous, quoi. Enfin, c'est arrivé près de chez vous, pardon. Oui, alors moi non, je dirais pas ça. Je dirais qu'il est toujours très bon. Dans le grand bain, il était très bien, dans le grand bain. Oui, ouais, mais dans le grand bain, c'est un rôle un peu plus facile, je trouve. Dans le style. Un podium. Ouais, absolument, podium, ouais, bien sûr, ça, je suis d'accord. Oui, mais non, mais du coup, ouais, Benoît Poelvoorde, c'est toujours un très bon acteur. J'ai pas dit le contraire, mais je trouve que dans cet univers complètement burlesque, complètement fantasque, et ça lui va très très bien. Et non, franchement, c'est un film très simple, mais en même temps qui réserve plein de surprises, qui a son côté un peu surréaliste que j'apprécie énormément chez Quentin Dupieux. Et pour moi, c'est clairement le film français de l'année. Et c'est déjà un film culte. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un film que je venais de le finir. En plus, il dure 1h10, donc c'est vraiment pas long. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il est réussi aussi parce qu'il est très court et que finalement, il arrive tout de même à avoir une certaine richesse, quoi. Voilà, c'est assez surprenant vu la durée du film. T'y crois pas, quoi. 1h10, c'est quasiment court métrage, tu vois. Ouais, et c'est vrai que là-dessus, c'est réussi aussi. Ouais, et ça m'arrive très peu avec les films en général, mais dès que j'avais fini, en fait, j'avais envie de le revoir tout de suite. Ouais, et dès que t'avais fini, t'as reçu un message. Oh, je regarde au poste. C'est ça, exactement. Et je me suis dit, ah putain, faut pas que je lui dise, la fin, elle est excellente. La fin, putain. S'envoyer les répliques. Voilà, non, mais franchement, voilà, c'est vraiment un super film. Si vous devez commencer par un film de Quentin Dupieux, je vous conseille. Ouais, franchement, ouais, plus que Réalité ou Rubber qui sont moins accessibles. Celui-là, il est. Voilà, ouais. Réalité est beaucoup moins accessible, en tout cas. Je pense que c'est parce que là, il va faire un prochain film du coup l'année prochaine. Ouais, 2019 finalement. Voilà, en 2019. Et du coup, j'aime bien en fait qu'il est revenu au cinéma français. Même si j'avais beaucoup aimé Rubber, Wrong Cops. Ouais, même Rubber, moi en fait, je recommande pas de commencer par ces films-là parce que je sais que j'avais été hermétique à Rubber vraiment parce que je comprenais pas ce que c'était. Et en fait, tu l'apprécies mieux quand t'as vu des films comme Réalité ou Au Poste, quoi. Ouais, tu vois bien ce qu'il veut dire. Ouais. Donc voilà, c'est un super film. Et ben du coup on va passer au numéro 1 de nos tops avec le film de Morgane que j'avais on peut quand même dire que je l'avais annoncé et je le savais. Tout à fait. Et bien le numéro 1, le film qui m'est le plus resté cette année finalement, c'est Phantom Thread. Et alors là, je peux vous dire qu'en termes de surprise, s'il y avait bien un film que je suis allé voir à reculons en me disant je vais m'emmerder, moi c'est pour ça que je suis pas allé. Alors, Paul Thomas Anderson, tu n'es pas y aller. Ben oui, Paul Thomas Anderson. Le peu que j'ai vu de lui, franchement, je suis pas. J'avais vu comment ça s'appelle The Master, j'avais trouvé ça horrible et tout. Et en fait, bah voilà, je suis allé voir Phantom Thread et tout m'a conquis dans ce film. Tout m'est resté. C'est le film le plus marquant et un des plus de par sa sobriété, de par son côté. Non, le plus chic. C'est un film très chic, très élégant, très délicat, mais en même temps très subtil, très profond aussi. C'est baigné par une espèce de noirceur. C'est un film qui est baigné de nudité. Et pourtant, c'est tout le temps immaculé à l'image. Et c'est ça qui me plaît aussi, je trouve. Bien sûr, c'est tout le temps éjaculé. Immaculé. Non mais il avait compris, il essaie de faire une blague. Oh la vache, quel grande performance de Daniel Day-Lewis qui tire sa révérence. T'as trop vu Call Me By Your Name. C'est ça, ouais, c'est ça. Allez. La scène, elle m'a dégoûté. Hein. Non mais je l'ai pas mis dans mon top. J'ai eu des relents là, c'est dégueulasse comme ça. Des remontées acides. Voilà, non mais clairement, je trouvais ça tellement horrible. De quoi, Call Me By Your Name? Non, mais la scène de la pêche, voilà, on en parlera pas plus. Mais, oui, c'est la ligne, bien sûr. Voilà. Les gens, stoppons les pantalonnades. Moi, voilà, le film a marqué parce que c'est cette confrontation entre ces deux acteurs, Vicky Krieps qui s'appelle, je crois, que je connaissais pas du tout, qui donne la réplique à Daniel Day-Lewis, qui tient vraiment la réplique, et il faut vraiment le faire parce que c'est un monstre de charisme. Il est là avec ses lunettes, son crayon, il regarde la caméra, il est bouleversant. C'est-à-dire qu'il est d'une puissance, cet acteur-là. C'est son ultime rôle de sa carrière. Je crois qu'il reviendra pas. Il a tiré sa révérence avec ce film-là, et il part tout en
voilà, tout en classe, tout en élégance. Cette histoire d'amour, de haine, où tout est ambivalent, tout est complexe. Il y a des scènes de tension, des scènes un peu angoissantes Les aussi. scènes de Il y a petit une déjeuner, scène. je crois que c'est les plus folles que j'ai pu voir au cinéma. Ouais. Franchement, c'est un film incroyable qui dit Intense beaucoup de aussi. choses. Enfin, Très intense, très lent aussi. Faut voilà, aussi. en fait, c'est très bizarre d'en parler parce que c'est intense, mais en même temps c'est super. Enfin, c'est lent, c'est posé, mais en même temps tu t'ennuies pas une seconde, quoi. Ouais, moi je l'ai vu 2 fois. Je l'avais vu avec un ami que j'ai perdu depuis. Il m'en a voulu, je crois. Jordan, si tu m'écoutes. Et je l'avais vu avec lui et il est sorti en me disant non mais c'est chiant. Je me suis emmerdé. Je fais non mais je peux comprendre. Mais moi c'est un film qui m'a procuré tellement de choses, alors que c'est un film très calme, très posé, très plat. C'est tout ce que je n'aime pas au cinéma de base, et c'est ce qui m'a le plus séduit cette année. C'est un film qui m'a séduit. J'ai pris le temps de me familiariser avec le film, avec ce qu'il a voulu me montrer, et c'est un film complet, quoi. Ouais. Complet, les acteurs sont magistraux. La mise en scène est puissante, et le scénario est magnifique, donc voilà. Et ben moi j'irais c'est le même plus grand dire film de l'année. que parfois Adrien c'est malaisant dans ce film. Exactement. Oui, c'est malaisant. Ouais. Ah bah je suis bien content, Eddie. D'entendre la prononce. Bon, ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi, Morgane. C'est un film qui m'a aussi beaucoup marqué. Enfin, et Eddie aussi, du coup. Ah oui. Donc, moi je l'ai pas mis dans le top 3, mais c'est voilà. Bon, moi je le rattraperai avec Jusqu'à la gare. C'est pas forcément un film que tu prends plaisir à revoir parce que c'est quand même assez particulier, quoi. Ouais. Eddie. Mon premier, du coup. Ouais, vas-y, je l'attends. Oui, bah tu le sais. Oui. C'est Call Me By Your Name. Exactement. De Lucas Guadagnino. Je m'y attendais, j'avais deviné. Oui, bah oui. En même temps, je l'ai mis nulle part ailleurs, donc bon, c'est compliqué. Il fallait l'attendre. Bah, je sais pas trop quoi dire, hein. Moi c'est que ça m'a vraiment... La scène de la pêche. Alors, pas forcément cette scène-là, même si... Non, mais le si... film est très bien, hein. Le film est très bien, mais c'est juste cette scène, moi ça m'a marqué d'une mauvaise façon, on va dire. Ouais. Oh, c'est ni plus choquant ni moins choquant qu'American Pie. Hein. C'est une découverte c'est moins bien qu'American Pie. Voilà. Non, c'est pas que ça m'a choqué, c'est juste que j'ai eu du mal à digérer. Non, c'est juste qu'il adore les pêches et que... Fallait pas la manger aussi. Ouais, voilà, ça... Mais dans le roman, il la mange après, hein, donc c'est assez... Bref, il la suce pas. C'est cool. Du coup... un long été italien. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est un film que tu peux vraiment voir comme un souvenir de vacances en plus. Et moi, si je l'ai mis premier, c'est parce que ça m'a vraiment, ça m'a déchiré le cœur, quoi. C'est vraiment. Et j'ai toujours ce plan final en tête, face caméra avec le générique qui défile. Et ça, je trouve qu'à lui seul, ça résume vraiment tout ce que tu peux ressentir en fait dans le film. C'est que c'est à la fois c'est beau parce que c'est triste en fait, et c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est totalement ça peut être comme ça quand tu tombes amoureux une première fois et puis que finalement tu sais que de toute façon ça durera pas, mais en même temps voilà, tu te laisses porter, et je trouve que le film retranscrit très bien tout ça, et que les deux acteurs sont en alchimie parfaite en fait. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi avec cette scène de fin, c'est que ça retranscrit un peu les 5 étapes, tu sais, du deuil, où il est triste, il est en colère, et puis à la fin, finalement, il accepte et il se résigne, quoi, finalement. C'est ça. Donc, j'ai beaucoup aimé cette... Donc, je suis pas convaincu qu'il faille faire une suite, par contre. Pourquoi ils veulent faire une suite? Mais voilà, quelle mauvaise idée. C'est un film qui m'a bouleversé. J'ai trouvé l'image magnifique aussi. Même la mise en scène, j'ai trouvé que c'était sobre, mais que ça collait bien. Et la bande son, les musiques, c'est très années 80. Oui, curieusement. En fait, je pense que j'aime pas les années 80 françaises, en fait, je pense surtout. Oui, non, ouais. Voilà. Donc je laisse ça à Morgane. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre de plus. Enfin, j'en ai fait une critique qui sera plus précise que ce que je peux en dire ici.
Et puis on en a parlé dans le podcast, dans un podcast, je pense Oui. juin ou mai, quelque chose comme ça. Oui, je sais plus quand est-ce que je l'ai vu. Ouais. Mais ouais. Mais non, moi c'est pardon, je ne me voyais pas le mettre autre part en fait que premier. Ouais, très bien. Adrien, pardon. Alors moi je suis un peu frustré parce que j'avais réussi à garder le secret jusqu'au bout et puis il y a ce petit malin d'Eddie qui a deviné il y a 10 minutes quel était mon top 1 de l'année. Genre de prédilection. Ouais, c'est ça. Il en restait pas je laisse 36 spoiler. des films d'horreur. Bref, c'est Hérédité. Des studios A24, donc voilà, qui était déjà derrière The Witch, le sublime The Witch, j'allais dire il y a 2 ans, mais je sais jamais plus du coup, mais bon, je crois que c'était il y a 2 ans pour le coup. Tous les films que Morgan Sublime. déteste, c'est formidable. Ah oui, j'adore ces films. Oui, je les ai en poster dans ma chambre. Très heureux. Oui, bon, Sans toute ironie, ouais. on peut pas toujours être d'accord avec mon petit Morgan, et là on n'est pas d'accord, mais bon, passons. Mais c'est quelque chose que je comprends parce qu'Hérédité, c'est un film qui est quand même très particulier. C'est vrai que je pense que de toute façon, ça fait appel à des peurs qui sont pas universelles du tout. Donc je Ça pense parle que de quoi justement? donc alors Hérédité, c'est l'histoire d'une petite fille handicapée physique voire mentale qui vit une vie assez peu heureuse avec sa famille, qui voilà a beaucoup de mal à l'intégrer comme il se doit dans la famille. Ouais. Et il arrive un accident, voilà, dont je révélerai rien parce que c'est un moment essentiel du film qui fait basculer le film dans l'horreur absolue. D'accord. Et en fait, c'est pas un film d'horreur traditionnel du tout, dans le sens où il y a très peu de sursauts, il y a pas du tout de gros monstres qui sortent des murs ou quoi que ce soit, pas non plus de fantômes qui font bouger des chaises. C'est vraiment de l'horreur intime en fait, et c'est ça qui est fascinant. En fait, ça se répond pas mal avec les 2 autres films de mon top que sont Insidious 4 et Une Friendly Dark Web, dans le sens où c'est vraiment ça devient vraiment de l'horreur intime et de l'horreur humaine, et qui est plus de l'horreur purement surnaturelle, même si Hereditary a des aspects surnaturels et notamment sataniques. Et dans ce sens, il est assez proche de Lord of Salem, dont je parlais dans un autre podcast d'avant, de Rob Zombie. C'est des films qui ont une parenté très importante, surtout à la fin d'Hérédité. Mais tout ça pour dire que c'est assez fascinant parce que t'as quand même l'impression d'avoir vu ça nulle part ailleurs, quoi. C'est l'aspect intime et l'aspect vraiment il y a un côté vraiment irregardable. C'est pour ça que moi j'ai fait un peu mon top différemment du vôtre, parce que c'est pas du tout un plaisir à regarder mon numéro 1. C'est vraiment un truc atroce où t'as envie que les personnages meurent pour leur propre bien. C'est vraiment ça. À un moment du film, t'es oh là là, mais faut que ça se finisse, quoi, parce que c'est. Mais moi je suis mort d'ennui dans ce film-là, c'est normal. Ouais, mais je comprends tout à fait. Franchement, j'étais. Disons, tu le vends pas bien, parce que là, du coup, j'ai plus du tout envie de le voir. Hein. Ouais, mais en fait, c'est pas un film qui est facile du tout à regarder. Hein, mais pour moi, c'est quand même du très grand cinéma, parce que ça touche à quelque chose qui est de l'intime et à quelque chose qui est. Ça peut rappeler parfois du Hitchcock. Je suis pas un ayatollah d'Hitchcock, mais le côté intimité et le côté toujours avoir l'impression de regarder quelque chose que tu peux pas regarder. C'est pire que Mother. C'est assez. Ça a rien à voir avec Mother. Mother était pour moi un film qui était très. Qui se regardait beaucoup de nombril et qui était très complaisant. Là, c'est pas un film qui est complaisant. Mais je veux dire, en termes de pas de violence ou de. Ça se discute parce que c'est pas jusqu'au boutiste, alors que Mother était allé vraiment dans les extrêmes. Là, Hérédité, je pense que c'est plus subtil que Mother, et surtout c'est beaucoup plus ésotérique et beaucoup moins lourd dans la symbolique religieuse que l'était Mother, quoi. Là, c'est vraiment quelque chose c'est un film satanique, alors que Mother, c'est pas du tout le cas, tu vois. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Je suis toujours fasciné par les films des studios A24. J'ai pas encore vu It Comes at Night de l'an dernier, mais je pense que ça doit être du même tonneau. Justement, voilà, j'ai pas aimé. Et voilà, ça doit être du même tonneau, je pense. Mais c'est vrai que c'est Par contre, Ghost Story, tu l'as vu? Ça, j'ai détesté pour le coup. Mais voilà, c'est vrai que c'est sur un entre-deux assez étonnant, voilà, entre horreur traditionnelle et horreur plus intimiste, et vraiment un film d'auteur. Et c'est un cinéma très surprenant que je recommande, parce que on peut aimer ou ne pas aimer, mais je trouve qu'on voit ça quand même nulle part ailleurs. Et je suis toujours fasciné de voir ça, quoi. Vraiment, c'est très très réussi. Ok, très bien. Franchement, ça m'a surpris. Je m'attendais pas à un film d'horreur en premier. Mais... Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive en quelques années, mais c'est aussi une des premières fois où j'ai vraiment un film de cette qualité. D'accord. Ouais. À ce point-là, qui me marque et tout ça. On voit que t'es pas trop exigeant, ça va. J'étais vraiment en sueur dans le cinéma, tu vois, pour te dire, pour que ça me fasse peur comme ça, faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Il est sorti cet été, il y avait pas la clim, c'est tout. Je tenterai parce que c'est que c'était malaisant. C'est très malaisant. C'est un film très malaisant. C'est un film dont j'ai pas vraiment entendu parler, donc
Oui, c'est Harry Asher, c'est pas du tout un mec qui est connu, mais c'est connu, ça a une petite réputation parce que ça vient des studios A24 qui sont très et ça a bien marché, il me semble, en plus, aux États-Unis. Oui, pour le genre, ça a plutôt très bien marché, alors que c'est pas du tout une grosse machine à la Conjuring, et même pas un petit film indé, quasiment indé comme Blumhouse qui est fait pour la rentabilité. C'est vraiment un film très particulier, et c'est très étonnant que ça fonctionne comme ça. Ouais. Ok, très bien. Et donc c'est à mon tour, on va finir les tops du coup avec mon premier. Je pense que Eddie a deviné, mais non, pas du tout. Non, tu sais pas. Ok, bon. Bah si. C'était ironique. J'ai entendu l'ironie dans la voix. On en a parlé très récemment. Oui. Et c'est un film qui m'a énormément marqué. Ah oui, c'est Deadpool 2. Donc c'est Spider-Man New Generation. Super. S'il y a un an, on m'avait dit que je mettrais un film Spider-Man en premier. Non, mais alors là, c'est clair. Je me serais moqué de la personne qui aurait dit ça. Mais jusqu'au bout, j'ai cru que c'était pas si bien que ça. Jusqu'au bout, j'ai cru. Mais moi aussi. Parce que tout le monde disait mais c'est génial, et c'est le genre de truc que t'entendais un peu sur Avengers Infinity War, c'est le meilleur film de tous les temps, etc. Ouais, absolument. Voilà. Et moi j'ai tendance à me méfier de ce genre d'effet de foule et finalement non. Oui, exactement. Ouais, c'est étonnant comme c'est quasi universel. C'est vachement étonnant. Et donc Spider-Man New Generation. En fait, c'est fou quand même parce que c'est un film où j'ai l'impression de pas avoir vu. C'est quelque chose de complètement nouveau en fait, que ce soit en animation ou même dans le genre super-héros, c'est complètement nouveau. Alors on jette aux oubliettes Deadpool avec son supposé humour. Ça brise le quatrième mur. C'est complètement, ça a complètement rien à voir. Avengers, toute la saga, etc. Ils peuvent aller se faire voir. Voilà. Mais vraiment, Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est tellement bien écrit. Les personnages sont super attachants. L'animation est excellente. Au niveau du scénario, comme on l'a dit avant, c'est Phil Lord, c'est Chris Miller, et c'est aussi Alex Hirsch, pardon. Et c'est des personnes que j'admire énormément pour le travail qu'ils ont fait précédemment, etc. J'en ai parlé dans le dernier podcast, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, c'est un film qui m'a surpris énormément, un film que j'ai beaucoup envie de revoir, qui m'a fait rire, qui m'a fait vraiment pleurer, et je m'attendais pas du tout à pleurer devant un film Spider-Man, parce que clairement on s'attend à avoir des scènes d'émotion, mais vraiment moi je m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi fortes et aussi bien réussies dans ce film en fait, et pour moi c'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre pour les vrais films, comment dire, parce que il y a eu des films de pseudo-fans, etc., qui ont été faits, par exemple on va prendre l'exemple Star Wars 7, mais je trouve que ici il va encore plus loin. C'est en fait les personnes qui ont écrit ce film, on sent qu'ils sont fans de l'univers, qu'ils adorent cet univers, mais qu'ils en font complètement autre chose. Oui, il y a une connaissance énorme. Ils le transcendent en fait, vraiment. Ils transcendent cet univers pour en faire quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et pour moi c'est le meilleur film de cette année, clairement, meilleur film d'animation, meilleure comédie. C'est vraiment excellent, et je suis tellement déçu qu'il ne fait pas les scores qu'il mérite au niveau du box-office. Oui, mais ça fallait s'y attendre, parce que d'un point de vue de l'accueil, c'est universel, parce que tous ceux qui vont le voir en ressortent bluffés. Ouais. Mais fallait s'y attendre. Un film Spider-Man en animation, c'est sûr que ça allait pas marcher, quoi. C'est tellement dommage, parce que quand tu vois ce qui est bon, je vais arrêter de cracher sur Avengers Infinity War. Ouais, tu vois, Morgan, il est plus dur que moi sur les autres. Hein. Ouais. Ah non, mais moi c'est bon. Ouais. J'ai fini avec Avengers. Mais voilà, je trouve que ils ont réussi à faire quelque chose qu'on n'avait jamais vu, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Et je peux que vous conseiller d'aller le voir, parce que et vite encore. Parce qu'il va vite être déprogrammé, je pense. Voilà, même si au-delà de ça, on a l'impression qu'on déplore, mais les scores ça va. Hein. C'est pas du tout un gros four. C'est juste que ça devrait dépasser n'importe quel autre du même genre, mais dans un monde idéal. Mais les scores sont assez satisfaisants quand même. Oui, bien sûr. Oui, non, c'est pas la. C'est en France que ça marche pas, mais ailleurs ça fonctionne. Voilà, heureusement.
Voilà, donc c'est fini pour nos tops. Et du coup, on va se retrouver. Je pense que voilà, ça va faire une première émission. Et du coup, on se retrouvera dans 1 ou 2 semaines, on va dire, pour la partie 2 où on parlera de nos flops, nos surprises, nos déceptions, la BO de l'année et nos attentes pour l'année 2019. Donc voilà, comme ça vous avez une première émission d'1h30 à peu près pour nos tops. Et du coup, on se retrouve dans pas trop longtemps pour la suite de l'émission. Allez, salut. Salut. Au revoir.